Alors maintenant, nous avons le privilège de présenter un de nombreux palmiers. hein. Il s'agit du palmier rognier. Il y a plusieurs sortes de palmiers. Il y en a au moins 8 sortes dans la zone tropicale de savane. Celui qu'on va présenter maintenant, c'est le Borassus akeasi. Borassus akeasi est de la famille des arécacées. Dans la zone ici, on peut voir, il y a plusieurs troncs. Nous sommes dans une zone tropicale de savane où la pluviométrie atteint 1000 mm par an. Il est reconnaissable parce que c'est pratiquement le seul palmier ici. On le trouve aussi bien sur le continent américain, Brésil, etc. Et il est reconnaissable grâce à sa cime, comme la plupart des palmiers, où les feuilles sont regroupées en couronne vers le haut. Et on peut voir les stries sur le tronc, qui est marron noirâtre. Les stries qui sont plutôt, disons, disposées de manière horizontale. On dirait qu'il y a des disques empilés, mais en réalité, qui sont les endroits, quand les feuilles ont été détachées, ça a laissé ces stries horizontales. Bon, il peut avoir jusqu'à 15, 22 feuilles, cet arbre. Et il est aussi caractéristique par le fait que, à mi-hauteur du tronc, on voit cette sorte d'enflement. On voit le bas du tronc est plus mince. Et normalement en haut, si l'arbre continue à pousser, on peut voir sur certains troncs, on va voir qu'il peut être un peu plus mince vers le haut. Donc, disons à mi-hauteur du tronc, on voit cet enflement. Et donc après, on voit les feuilles disposées à la manière des palmiers, avec des pétioles qui sont très longs, plusieurs centimètres, parfois plus du mètre. Alors sur celui-là, on peut prendre une des feuilles qui est tombée ici. Là, on peut essayer de cerner la longueur du pétiole, jusqu'à la partie qui enveloppe l'histoire le tronc. C'est 90 cm, donc facilement ça peut faire 1 mètre ou plus. Ce Borassus est souvent confondu avec un autre, qui est le Borassus Ethiopium. Mais en fait, lorsqu'on regarde, apparemment les nervures ici sont, disons, moins denses. Le réseau de nervures sur la feuille est moins dense que le modèle, disons, le type Ethiopium. Ça, c'est essentiellement la différence qu'on a pu trouver dans la littérature. Mais toujours est-il que dans cette zone, c'est Akeasi qui est là. Et ça peut atteindre facilement 15 mètres de haut, la hauteur. Celui-là, c'est un tronc très moyen, qui porte déjà ses fruits. On le voit là, des grappes qui sont là. Et je pense que les grappes, facilement, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il peut y avoir 20 par grappe. Et on peut avoir 4, 5 grappes comme ça, donc 20 fruits. Et si vous avez 5 grappes, bonne récolte, vous pouvez avoir jusqu'à 100 fruits. Et donc, ici, une des différences qu'on peut noter aussi avec le type Ethiopium, c'est que celui-là, les fruits vont être d'une couleur, comme vous voyez ici, jaune verdâtre. C'est surtout verdâtre, même à maturité. Tandis que l'autre, Ethiopium, va être surtout jaune orangé. Et en général, le pied est beaucoup plus haut. Il peut atteindre 25 mètres, lui, de haut. On ne peut pas voir les fleurs ici, sur le type, parce que la plante a des pieds mâles et femelles. Et ça, c'est la femelle qui donne les fruits. Si on tourne un peu derrière, on peut voir un mâle ici. On peut s'approcher d'ailleurs. Un mâle. Avec l'inflorescence qui descend, une sorte d'épi long, qui peut atteindre facilement 1 mètre aussi. On a avancé parfois dans la littérature jusqu'à 1,50 m, 2 mètres, avec des pédoncules assez longs. On les voit là. Bon, celui-là, il donne seulement les fleurs, mais pas de fruits. Et il faut noter que, bien sûr, c'est les noyaux de la femelle qui donnent tout aussi bien le mâle que la femelle. Vous voyez là la bordure du pétiole, c'est dentelé, c'est coupant même, c'est tranchant, ça peut blesser. Et la largeur du pétiole, on peut voir là 5 cm. On a une largeur de 5 cm, on a dit que la longueur là peut atteindre 1 mètre jusqu'à 1,50 m. Bon, la partie feuille même, qui est portée par cette espèce, qui présente cet aspect d'éventail, où des parties sont plus ou moins rentrantes. Là, on voit là, c'est rentrant. Et si on regarde la largeur, on peut dire le diamètre de l'éventail,
Je mesure facilement ici 1 mètre, hein, facilement jusqu'à 1,20 m. Bon, ça c'est même que c'est pas très déployé. Si on prend le long du pétiole, on a une hauteur qui atteint facilement aussi 20, 40, 60, 80, jusqu'à environ 90 cm. Et on voit ces plis bien forts, et c'est ça, le nombre de ça qui est plus abondant pour le type Éthiopium. Bon, donc maintenant, on va s'intéresser aux fruits. Nous allons faire tomber une grappe de fruits. Donc vous avez ici combien de fruits que je mesure sur ça. Donc voilà des fruits que je compte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alors si c'est bien développé, ça peut être plus que ça. Hein. Mais prenons celui-là, on peut prendre ce fruit, on va voir ses dimensions. On voit c'est plus ou moins sphérique, avec une dimension de combien là, le diamètre fait, disons en mi-hauteur, fait à peu près 9 cm, c'est une hauteur d'à peu près 10 cm aussi. Et c'est intéressant la façon dont le fruit est disposé en haut. Je vais prendre mon petit couteau, parce qu'en fait ce fruit, non seulement cet arbre est d'une utilité extraordinaire ici, les gens extraient justement la sève qui vient du tronc, qui est sucrée, qui quand c'est pas fermenté, c'est une boisson qui est non fermentée, comme un vin sucré. Et lorsque c'est fermenté, ça contient de l'alcool, c'est toujours un peu sucré, et les gens consomment ça sous le nom local de bandi. Alors là aussi, le fruit qui est comme ça, assez bien développé, avant d'être même jaune, ce qu'on fait, on taille aussi, on fait une ouverture en haut. Là, on enlève les feuilles qui sont là. Et là, donc, les gens coupent en haut, il y a un jus là-dedans, là. Vous voyez, là, les gens taillent par le haut comme ça. C'est assez tendre, hein. Les gens taillent. Et vous allez voir à l'intérieur ce qui se passe. Voilà le jus qui sort déjà, qui est un jus sucré, très bon. Et on peut comprendre tout de suite pourquoi cet arbre est très, très prisé dans la zone ici. Donc, j'enlève. Je fais une ouverture franche. Et donc là, on a le jus qui est là-dedans, est sucré. Et très désaltérant. Les gens boivent ça, là, comme ça. Voilà, donc on voit bien l'intérieur. Il s'agit bien de ces 3 compartiments où on trouve ce jus que les gens consomment. Maintenant, on peut parler d'autres utilités, notamment du bois. Alors, comme on peut voir ce bois de couleur gris clair, là, si je plante mon couteau là-dedans, vous voyez là, je peux l'entailler un peu. On voit en bas de l'écorce, disons qui est de couleur gris clair, on voit une coloration plus jaunâtre. En fait, c'est un bois extrêmement résistant, tellement résistant qu'il résiste aux attaques des termites. C'est très rare de voir ce Boracius acaeaceae attaqué par les termites. C'est pour ça qu'on l'utilise pour faire les poteaux des tentes, les poteaux des hangars, les poteaux pour les ponts même, les poteaux télégraphiques. Pour faire passer les fils électriques ou les fils de téléphone, on utilise ce bois. Parce qu'il il va rester plusieurs années, plusieurs dizaines d'années parfois, il ne pourrit pas, c'est presque imputrescible. Voici donc un exemple type de hangar, hein, construit avec comme pilier ou poteau le bois de rognier, un bois extrêmement résistant. Et comme vous pouvez le voir, une toiture en paille, très isolante, isotherme aussi. Bon, on peut faire des modèles un peu plus élaborés, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens sont parfaitement au courant des propriétés importantes de ces bois. Et donc, ils en font des toitures, sachant bien que le poteau, il va résister pendant des années et des années, sans problème, vis-à-vis des termites, vis-à-vis des insectes perforateurs. On voit un autre qui est en construction là-bas. Ici, on a remplacé un des piliers, des 6 piliers avec du bois de Nîmes, qui est résistant aussi aux termites, mais pas autant que le bois de rognier. On peut faire des traverses et en général, dans les constructions surtout, il est aussi utilisé comme canne, on peut fabriquer des cannes, comme cendrier. On peut faire des pipes, des gouttières ou même des conduits d'irrigation. On peut entailler ça pour faire des formes semi-circulaires et faire non seulement des canaux à ciel ouvert, mais aussi
des conduites, c'est-à-dire des tuyaux avec un creux à l'intérieur où on fait passer de l'eau. Alors, c'est utilisé aussi comme gouttière, hein, n'est-ce pas, sur les maisons. Ça peut être utilisé dans les pirogues, les ruches. Et le bout du tronc est mangé cru ou cuit. Mais si on récolte le bout fréquemment, bon, ça peut tuer quand même la plante. Les feuilles matures, ces feuilles que vous voyez, quand c'est bien mature, alors ces feuilles sont utilisées pour faire des toitures des maisons. Les jeunes feuilles sont utilisées pour faire des paniers, on les tisse. Et la fibre de feuille est utilisée pour faire de la corde. On peut faire même des nattes, hein, des balais et des filets de pêche. On en extrait aussi, je viens de le dire, du vin de palme, surtout la substance. Hein, les gens ont de sortes de récipients locaux qu'ils suspendent une fois qu'ils ont pratiqué, ils ont une ouverture dans le tronc, ils laissent ce récipient qui flotte sur le front. Parfois on le voit, mais on ne voit pas ici. On le voit suspendu sur le côté et qui recueille donc le jus que l'on va utiliser après pour faire du vin, le vin de palme. Bon, mais ça aussi, si on fait fréquemment, ou si on fait d'une manière impropre, ça peut également tuer l'arbre. Le fruit produit une teinture rouge ou de la pulpe qui est mangée, comme ce que je viens de manger. En tout cas, c'est un arbre d'une utilité tellement extraordinaire que vous le voyez, il a un peu poussé partout ici. Les gens font leurs champs à côté, ils ne les détruisent pas parce que c'est une richesse du pays. Et donc, c'est ça, nous voulons encourager. En fait, le noix provient d'où? Eh bien, c'est en fait les substances gélatineuses que j'ai enlevées de l'intérieur de ces orifices. Les 3 trous que vous voyez, c'est 3 loges de noix. Et ce sont ces noix qui sont les graines et qui, tombées par terre, donc la fibre l'a pourrie et laisse échapper ça. Et c'est cela qui germe et qui donne les jeunes pieds de palmier au rognier qu'on voit là un peu partout, qui poussent. Et les agriculteurs locaux, les populations locales sont très contentes avec ça. On peut demander à avoir ces noix ou les jeunes pieds qu'on peut planter chez soi et donc obtenir cette plante. Et donc voilà, et ça devrait pouvoir suffire de reconnaître l'arbre. Nous allons donner maintenant quelques noms locaux. Le Borassus, qui est ici appelé par exemple par les Bambara ou encore les Malinké du Mali. Ils l'appellent là-bas, disons, CB. CB. Tandis que eh bien, au Burkina, les Bambara ou les Dula vont l'appeler aussi CB. Tandis que les Moussi l'appellent Kouanga. Au Bénin, les Adja vont l'appeler Agontégré ou bien Ago. Les Bariba vont l'appeler Baan ou bien Doukou Kandé. Les Dassa vont l'appeler Agbankoriko. Les Fons vont l'appeler Kokoka ou bien Agontin. Et les Mina vont l'appeler Agoti. Les Yoruba vont l'appeler Gambari. En Côte d'Ivoire, les Agnis vont dire Koubé. Les Baoulés vont dire Koué. Les Guérés, ils vont dire Zeyouhé. Et les Zoubis, ils vont dire Korokowo. Au Sénégal, les Wolofs vont l'appeler Ris, ou bien Ron, ou bien Sébé, ou bien Sibi. Les Sérères vont l'appeler Ndof, tandis que les Malinké là-bas vont l'appeler Sibo, ou bien Sébé. Les Peuls tout couleur vont l'appeler Doubé. Et les Sérères, Dof. En Casamance, ils vont dire Douladou, ou bien Difundi, ou bien Ndjol. Voilà donc quelques noms tirés de la littérature pour cette merveilleuse petite plante que vous voyez qui a poussé un peu partout ici et qui est une des plantes miracles de la zone.